Bonjour à tous à Dub Nation. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e saison de Splash Pod, puisque les playoffs 2025 ont rendu leur verdict avec le sacre du Thunder, et cela signifie donc le début de la saison 2025-2026, puisque la draft et la free agency arrivent dans les prochains jours. Ici, c'est toujours Quentin pour vous servir, et pour m'accompagner, évidemment, vous commencez à les connaître. Tout d'abord, j'ai Martin, et qui est le comptable avec nous. J'imagine que tu es content de parler d'agent libre et de trade. Un petit peu, ça y est, maintenant que le champagne a été sabré du côté d'Oklahoma, on peut repasser un peu aux choses sérieuses pour nos Warriors. Donc ouais, non, ça y est, on va revenir un peu dans le sujet, les sujets d'intersaison qui intéressent peut-être pas toujours tout le monde, mais que je trouve passionnant en tout cas de mon côté. Donc ouais, on va remettre la tête tranquillement dedans. Parfait. Avec nous aussi, on a Thomas. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Et le titre NBA à peine célébré du Thunder, pour nous, c'est déjà le début de la saison suivante. Donc c'est parti, hein, on va commencer à étudier tout ça. Ça s'arrête jamais, effectivement. Comment tu l'as vécu, toi, le titre NBA d'une équipe de TikTokers, pardon, comme tu les appelles? Bah écoute, il faut toujours une première. Donc bah écoute, bravo à eux, hein. Ils ont réussi à faire déjouer mon pronostic et surtout ma narrative sur ces équipes-là. Voilà. Est-ce qu'on arrive dans une nouvelle ère en NBA avec de nouveaux profils et de nouveaux types d'équipes? Écoute, on va voir, hein. Certains parlent maintenant d'une dynastie qui pourrait se mettre en route. Maintenant, j'ai envie de dire que bravo à eux. Maintenant, le plus dur commence. Il va falloir dès la saison prochaine, confirmer. Et on sait que c'est jamais facile, hein. Quand tu vois même les équipes et les franchises qui ont dominé leur période, leurs ères, enchaîner comme ça, c'est jamais évident. On est assez bien placé pour le connaître. Il y a un certain nombre de paramètres, hein, qui rentrent en compte, et pas toujours ceux que tu maîtrises. Donc voilà, ça met la saison prochaine sur de bons rails. En tout cas, c'est assez passionnant tout ça. Et puis écoute, chapeau aussi à Indiana quand même, hein, parce que moi, franchement, c'était un peu En plus, les Warriors sortis quand même relativement tôt des playoffs, ça a été un peu ce qui m'a permis de continuer à accrocher ces playoffs. C'était agréable à avoir joué et c'est une équipe qui, je trouve, pour 2025, là où on en est, qui est très bien structurée en fait. Je trouve que c'est une Ouais. équipe l'assemblage est intéressant. La J'aime force du bien collectif. j'aime bien déjà Stax avec un vrai meneur de jeu qui est capable de bien faire jouer l'équipe. Et puis avec encore un pivot qui est assez polyvalent et des joueurs bien complémentaires autour d'eux. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Je te rejoins là-dessus. D'une équipe hors Warriors, il y a peut-être juste le Jimmy Butler de Miami qui m'a fait aussi kiffer que les Pacers. Et sur cette ère de la parité, comme tu disais, la dynastie, on va attendre, hein, parce qu'on attendait la dynastie des Celtics, elle n'est pas arrivée. La dynastie des Nuggets, c'était pareil. Donc c'est très difficile. C'est aussi difficile On a, que de gagner un titre cette année On a que. battu un record là, historique, 8 champions en 8 Ouais, ans là, ou 7 en 7 ans. 7. Ouais, c'est ça. Donc oui, oui, ça confirme encore plus que c'est de plus en plus dur de faire des back-to-back et encore plus des three-peat parce que quand on voit que même nous, on s'est tapé un mur il y a presque 10 ans, enfin 6. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué, mais après, Sam Presti en tout cas a fait le job pour que ça soit une dynastie, à voir s'il passe au travers des blessures, etc. aussi. Mm. Ouais. Et on envoie toute la force à Tyrese Haliburton, malheureusement, Ouais, qui s'est fait le talon terrible. d'Achille et qui va sûrement faire une saison blanche. Et ça Ouais, sera pas le seul. ça c'est Confirmement. dur. Et du coup, la fin de saison d'Indiana, moi, elle me fait beaucoup penser à notre saison 2019, où tu as la désillusion de la finale Juste la qui s'est blessure. jouée en partie sur des blessures, mais surtout quand tu as un joueur majeur comme Burton qui se blesse, et déjà tu perds ta finale NBA, et en plus tu te dis que ta saison prochaine, elle est déjà pas compromise, Toujours mais en tout cas, tranquille. elle est moins belle que tu sais déjà d'avance qu'elle va être compliquée. Et ça, c'est quand t'es joueur, quand t'es staff et quand t'es fan, c'est vraiment compliqué. Moi, je me souviens que 2019, quand les finales se sont terminées, j'étais anéanti parce que je me disais, waouh, ça c'est fait. Et en plus, la saison prochaine, elle va être aussi compliquée. Donc, ouais, donc force aux fans Et nous, des Pacers. c'était double peine, hein. Nous, c'était deux joueurs majeurs qui Ouais. ont complètement
sauter. Donc, ouais, c'est Bah, dur. t'as Nico là sur Dub Nation France qui avait fait un petit peu la récap 2019 et c'est vrai que la liste des blessés était hallucinante parce qu'on parle souvent de Clay et KD, mais c'est vrai qu'on oublie que t'as Cousins aussi qui revenait Oui. déjà d'une grave blessure et qui se blesse juste, enfin qui joue quasiment pas de match de playoff. Moi j'avais oublié Iggy. C'est vrai il avait ce problème au mollet qui l'a Et- empêché, qui l'a bien handicapé pendant la finale aussi. Mais Loon, pareil, qui joue, mais à 10%, parce que c'est vraiment le soldat ultime, quoi. Mais ouais, après, au bout c'était d'un moment, on compliqué. avait tellement bien mangé pendant des années que, bon, forcément, personne n'allait pleurer sur notre sort, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Oui, oui. Les équipes adverses parlaient de retour de karma. Voilà, c'est ça. Donc, donc voilà. Bon, en tout cas, pour revenir à notre programme du jour, il y a la Free Agency 2025 avec de gros dossiers en attente. Le sign trade peut-être de Kuminga, les prolongations de Looney JP2, quels agents libres pour améliorer l'effectif, c'est sur quoi on va plancher aujourd'hui. Splash Pod saison 3, épisode 1, let's go. Time for Curry to kind of take over a little bit. A screen by Green, the switch to Lively. Three, Curry. Oh! En février dernier, McDonough Jr. a posé la première pierre afin de rendre à nouveau compétitifs les Warriors. Grâce à l'ajout de Jimmy Butler, un horizon positif semble se dessiner pour la fin de carrière de Steph et de Draymond. 6 mois plus tard, l'enjeu de cette intersaison sera de poursuivre cette trajectoire en recrutant pourquoi pas des joueurs plus compatibles avec Jimmy Butler, avec plus de taille, etc. etc. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, Martin va nous faire son traditionnel point annuel sur salary cap et des joueurs dans l'effectif à ce jour. Alors, je te laisse la main, le comptable. Eh bien, c'est parti hein, pour ce petit tour d'effectifs, du coup. Donc oui, 9 joueurs sous contrat actuellement, plus un dixième en tout et contract. À savoir que voilà, il faut qu'on remplisse à minima 14 spots. Donc ça nous fait 5 spots à remplir au minimum. On a toujours bien sûr le chef qui est là, pratiquement 60 millions l'année, qui a encore une année de contrat l'année prochaine, tout comme Butler, du coup, qui avait prolongé après le trade. Pour rectifier, c'est pas 60 millions l'année, c'est bien 54. L'année prochaine, ce sera presque 57. Draymond Green, toujours là, qui aura une player option l'année prochaine. Donc là, on a quand même pratiquement plus de 80% de la masse salariale qui est sur Steph, trois Jimmy joueurs, oui. et Draymond. Donc on verra derrière ce que ça implique en termes de flexibilité. On a Moody qui va entamer son contrat post-rookie, qui a encore 2 années de contrat derrière. Buddy Hield qui est toujours là, qui a encore même 2 années de contrat derrière, dont une en option. Podziemski, toujours en contrat rookie, qui aura aussi. Donc, on a une team option sur lui à activer avant le début de saison prochaine, qui sera certainement activée vu le montant. Pareil pour Trey Jackson-Davis, c'est la même situation. Guy Santos, lui, arrive en dernière année de contrat rookie, donc à voir s'il y a un petit deal qui se fait cet été ou pas pour le prolonger. Et puis Quinten Post, même situation que Guy Santos, dernière année de contrat rookie, qu'on avait signé pendant la saison dernière. Voilà un peu le tour de l'effectif. Et puis Jackson Rowe qui est en two-way déjà pour l'année prochaine. À voir les 2 autres spots avec qui ils seront utilisés, sachant que c'est pas une obligation de les remplir tout de suite. Oui, oui. Alors, le premier élément qu'on peut remarquer, tu l'as un peu évoqué, c'est qu'il y aura probablement 5 spots de disponibles dans le roster, puisque là, il y en a 9 d'actifs à peu près avec les player options, et c'est devenu une habitude. On signe 14 joueurs sous contrat NBA ces dernières années, et pas 15. Tu confirmes, Martin ? Oui, c'est ça. En fait, nous, la logique dans ça, de rester qu'à 14, c'est que ça nous fait du coup moins de salaire. Et comme on est au-dessus de la taxe, ça fait moins de taxes en fait d'avoir moins de salaire au-dessus de ce niveau de taxe. Sachant que c'est vrai que j'ai pas fait le point sur tout ce qui est salary cap, etc. Nous, on est à pratiquement 171 millions de salaires sur les 9 joueurs actuels.
on est 16 millions au-dessus du cap, on est 17 millions en dessous de la luxury tax, et on a un espace de 25 millions sous le first apron. First apron, on sait que c'est un niveau qui est déjà assez contraignant. Si on le dépasse, on n'a plus le droit au mid-level, etc. Donc là, en l'occurrence, on aura le droit. Sachant que si on active une mid-level exception pour signer un joueur, que ce soit la mid-level complète à 14 millions ou la taxpayer mid-level à 5-6 millions, on sera hard cap au first apron, donc on ne pourra pas dépasser ce cap-là. Donc ça nous laisse une petite marge, hein, sachant qu'on aura le cas Kuminga qu'on va discuter juste derrière. Et puis on a le second apron, donc là on a 36 millions de marge, qui est autour de 207, 208 millions. Donc là on a encore plus de marge sous le second apron, mais il y a très peu d'équipes qui vont jusque-là. Donc au final, on a quand même un peu de flexibilité, mais on n'est pas non plus des masses. Donc ça explique aussi le fait qu'on va pas aller chercher les 15. Enfin, je pense pas qu'on ira chercher les 15. Très bien, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principal enjeu pour McDonald's Jr., c'est de dépenser 35 millions à peu près maximum de contrats à partir de ceux existants pour pas aller au-dessus de la seconde apron qui est beaucoup trop prohibitive. On est d'accord. Tout à fait. Ok, bon, maintenant que les bases salariales sont posées, on va pouvoir se projeter sur des cas individuels. Et évidemment, la question la plus urgente est Kid de Jonathan Kuminga. Alors, on va pas refaire l'énième débat sur son utilisation par Steve Kerr. On l'a fait 30 000 fois ici sur ces ondes à peu près. Par contre, ça va rentrer en jeu dans les négociations. Et ce que l'on sait d'un point de vue factuel, c'est que le clan Kuminga a refusé l'été dernier une extension de 130 millions sur 5 ans, soit 30 millions la saison. Alors l'équipe, avant de vous demander quel sera le sort du Congolais, d'abord, est-ce que vous avez vraiment envie de le revoir sur le maillot des Warriors, en prenant en compte le contexte évidemment? Ah, ça, c'est vraiment la question épineuse, hein. De toute façon, on le disait au dernier épisode, c'est le fil conducteur des dernières saisons. Je pense que depuis que qu'on a créé ce podcast, Kuminga, c'est un de nos sujets de prédilection. Alors, si j'ai envie de te dire, si on veut continuer à parler de lui, il faut qu'il re-signe, il faut qu'il reste. Comme ça, on pourra continuer à en parler. Mais ouais, effectivement, c'est une bonne question. Et puis, c'est une question dans laquelle, en fait, si tu veux, que tu apportes l'une des 2 ou des 3 solutions qui sont envisageables pour lui cet été, tu as du positif et du négatif dans tous les cas. Donc ça va rentrer dans un contexte global et dans une stratégie que Mike Dunleavy a déjà certainement retravaillé, qui est déjà sur son bureau. Maintenant, à voir quelle option il va choisir. C'est difficile à dire parce qu'en fait, Ouais. j'ai envie de te dire, j'ai envie de le revoir parce qu'en plus, tu vois que c'est un gars qui, chaque été, en tout cas, il communique énormément là-dessus. C'est un mec qui travaille énormément, qui peut encore progresser. On a encore vu sur les derniers matchs de playoffs ce qu'il est capable d'apporter. On l'a déjà dit X fois ici, il y a des problèmes de compatibilité avec le staff et ce qui lui est demandé par le staff, est-ce que le staff attend de lui. Et tous les ans, c'est la même question avec lui, c'est les mêmes attentes plutôt que la même question, c'est on attend enfin de voir l'étape suivante de Jonathan Kuminga, que pour l'instant on n'a pas encore vu, alors soit un peu de sa faute, soit un peu de la manière dont il est mis en valeur, mais tu auras, quoi qu'il arrive, ce questionnement de dire s'il reste, on espère qu'il va passer ce palier. Et s'il part, potentiellement, tu peux regretter qu'il le passe pas, ou alors tu peux être aussi te dire, bon, de toute façon, c'est un joueur qu'il le passe tu ailleurs, peux le quoi. regretter, comme tu peux dire, de toute façon, il est arrivé à son plafond chez nous, parce que je dis pas que du coup, il va pas évoluer ailleurs, bien au contraire. Mais ça serait peut-être même une bonne chose pour lui de se retrouver dans un autre contexte. Donc ouais, je t'ai un peu fait une réponse de Normand là. Je sais pas si Martin aura quelque chose un peu plus précis que moi à dire, mais voilà, j'ai essayé de faire un résumé un peu global de sa situation. Non, bah après c'est vrai que, enfin moi sur le papier j'aimerais bien parce que voilà, j'aime bien le joueur, même s'il y a des avantages, des inconvénients. On les a déjà pas mal évoqués sur les derniers épisodes, mais sur l'aspect sportif, j'aimerais bien parce que j'ai envie de voir ce que ça donne avec un Butler et avec les compteurs remis à zéro.
une nouvelle saison, une intersaison complète et repartir sur des bons rails. Mais après, voilà, c'est aussi tout le jeu des négociations et comment ça va être amené. Après, comme on l'a discuté la dernière fois, vu la situation avec Steve Kerr, les utilisations, etc., Il y a une rupture, j'ai il y a une l'impression. rupture. Ça me ferait. Moi, personnellement, ça me fait chier que ça se termine comme ça au bout de la 4e année. Mais si c'est le meilleur pour l'équipe, et ben, bien sûr qu'il faudra se diriger vers un trade, que ce soit là maintenant, sign and trade, ou à la trade deadline en courte saison, puisqu'on a des restrictions sur des sign and trade possibles. C'est-à-dire que le salaire qu'il va signer, si on lui signe une extension, on pourra récupérer que 50% de cette valeur de contrat de l'année prochaine en échange. Donc, par exemple, s'il signe un contrat qui démarre à 25 millions l'année, on pourra récupérer que 12,5. Donc ça fait une marge de manœuvre jusqu'en serrée. décembre. Voilà, jusqu'en décembre. Donc il y a un scénario qui se dessine aussi, c'est que Kuminga prolonge sur un deal un peu en accord des deux côtés, pas un deal très longue durée mais moyenne durée, et puis on voit comment ça se passe, et puis s'il faut que ça se termine à la deadline. Donc sur le principe, je m'orienterai plus vers un potentiel trade, puisque on est vraiment win now avec Steph, Jimmy et Dre. S'il faut aller chercher un joueur de complément qui fit plus l'effectif, ben ce sera la décision à prendre, quoi. Donc toi, tu penses qu'en fait, la meilleure option, c'est de le prolonger, et si trade là, de le trader que en décembre, c'est ça? Personnellement, j'aime pas trop ça, parce que ça veut dire attaquer la saison un peu entre deux chaises, et j'aime pas ces situations-là qui sont pas très claires, et du coup on est un peu dans une situation d'attente, et c'est pas bon pour le joueur, c'est pas bon pour l'équipe. Donc moi, si je pourrais, je voudrais que le trade il se fasse dès cet été, ou sinon on part à fond avec lui. Mais ouais, ma position personnelle serait de le trader cet été, vu la situation avec Steve Kerr. Bon, après, s'il reste, moi je serais content quand même, parce que j'aime le joueur. Voilà. Ok, et maintenant je veux votre pronostic. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Kuminga? Sign and trade, on le garde et on fait partie de l'effectif, et on espère que la relation avec Steve Kerr va changer, ou on le garde sous la main et on attend, on passe décembre pour avoir une valeur marchande qu'on récupère qui est plus importante. Je pense que la meilleure option, c'est de. Alors, si on décide de le garder, il faut que ça soit en accord avec le staff, et qu'on se décide de dire on le garde, mais pour le mettre en valeur. Et pas pour faire ce qui a été fait ces dernières saisons, c'est-à-dire t'es là, t'as tes qualités, mais nous on veut que tu joues dans notre motion offensive et avec les consignes qu'on te donne, et c'est comme ça et c'est pas autrement. De lui laisser un peu plus de souplesse. Si on le garde, c'est vraiment pour mettre ses qualités en avant, et l'utiliser à bon escient. Sinon, je pense que pour le coup, ça sert à rien. Moi, je vais un peu te faire le même discours que l'année dernière, quand on était sur le cas Wiggins, où l'année dernière, j'avais parlé de Wiggins en disant on va commencer la saison avec lui, voir ce que ça donne, et on refait le point en décembre. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a gardé effectivement jusqu'en décembre, et qu'est arrivé le trade de Jimmy Butler. Et c'est à ce moment-là que la saison a vraiment commencé. Donc, est-ce que le plan, c'est pas de faire un peu la même chose cette année avec Kuminga, qui reste quand même qui reste quand même un joueur à fort potentiel? Je ne sais pas si du coup l'option sera justement un peu comme la saison dernière, que ça soit lui qui rentre dans le moule, ou alors le staff fait un pas en avant et puis met ses qualités un peu plus à lui en avant, pour essayer de voir ce que ça donne, et refaire un pas en décembre. Et à mon avis, il y a déjà un plan B qui est déjà prévu pour le mois de décembre. J'aurais tendance à dire, quand c'est peut-être ce que je ferais, j'ai l'impression que c'est vers peut-être l'idée du front office. Ok. Il y a un facteur qu'on n'a pas pris en compte aussi, c'est le petit Joe Lacob. Oui. Le proprio est très haut sur Jonathan Kuminga. Il avait influencé lors de sa draft, notamment. Il était très haut sur Wiseman aussi. Bon, après, c'était un autre cas. Hein. Mais oui. Après, c'est vrai qu'il y a de l'affect. Peut-être que lui, il aura... Après, c'est McDonald qui gère les finances, pour construire l'effectif. Donc, c'est lui qui a aussi un peu le dernier mot. Après, je pense que oui,
Si Joe Lacob, il faut lâcher 25 millions l'année, lui, ça le posera peut-être un peu moins de problèmes sur le papier. Mais non, moi s'il faudrait faire un pronostic, c'est un peu ce qu'a donné Anthony Slater dernièrement, c'est le plus probable serait qu'on le re-signe pour après potentiellement avoir cette opportunité de trade à la deadline. Parce que c'est vrai que en soi, moi, comme je l'ai dit, je l'aime pas trop ces situations d'entre-deux, mais là, la restriction sur le trade est quand même assez contraignante. Et là, si on prolonge un Kuminga, je sais pas, en 2+1, donc une année en option joueur, et qu'on le signe à 25-27 l'année, ça veut dire qu'à la deadline, on peut faire un potentiel package Kuminga Moody qui fait un package à 38 millions, par exemple. Ça peut te offrir une possibilité de remouvement derrière. Donc, Ensuite, si je me trompe si je me trompe pas sur les sign and trade, là on est bloqué à 50% de Kuminga, mais tu peux aller chercher une troisième team pour augmenter le plafond ensuite. En De ce que tu peux fait, récupérer. oui, parce que ça rend le truc un peu difficile entre deux équipes. Oui. Sinon, il faut que ça soit une équipe qui ait du cap space, donc qui peut encaisser plus que ce qu'elle renvoie. Mais oui, il y a après, il faut aller chercher une troisième équipe. Nous, on peut aussi, si on veut aller chercher un joueur plus important en termes de salaire, remettre un autre joueur comme Buddy Hield, Moody, etc. Mais oui, après, c'est vrai que ça complique un peu les trades possibles, quoi. Ouais, faut aller voir du côté des Nets, Les Nets qui salary cap étaient d'ailleurs très faible. intéressés, qui étaient un peu dans les équipes, ça fait presque un an qu'ils sont un peu dans les équipes intéressées. On a Chicago qui est un peu pop aussi, on va en reparler peut-être après. On a Miami qui était un petit peu lié aussi. Donc il y a quelques équipes quand même qui sont sur le dossier. Et juste pour finir, Kuminga, si on le re-signe, c'est à quel tarot? Sachant qu'il a refusé 30 millions sur 5 ans l'été dernier. Ah, putain. Là, ça va être un sacré jeu de négo. Tu parlais de 25, moi ça va être à peu près là-dessus, entre 25 et 28. Pour moi, la fourchette, c'est ça, hein. Et je vois pas le front office non plus, même si on veut le garder, vu ce qui vient de se passer et que c'est la situation, même si on veut encore croire en lui, j'ai du mal à voir le front office lui faire un contrat à 4-5 ans. Ça me paraîtrait totalement fou. Donc moi, je partirais peut-être plus sur un 80 sur 3, par exemple, 80-85 sur 3 en progressif, et puis avec potentiellement une année d'option sur la troisième, quoi. Ok. Et toi, Thomas? Ouais, sur la durée, j'enlève pas un mot de ce qu'a dit Martin. Et sur le tarif, sans vraiment me mouiller en donnant un tarif, je me pose la question en fait de savoir s'ils vont lui donner plus que Draymond Green. Pour l'équilibre du vestiaire, etc. Est-ce que ça va rentrer en ligne de compte, tu vois, ou pas? Donc, je crois que Draymond, j'en avais sur le tableau tout à l'heure, je crois qu'il est à 25 millions la saison. Donc, moi, je le vois bien sur la même, Sachant sur la même ligne. Donc, tu vois, ça fait du 75 sur 3 ans, un truc comme ça, quoi. Je pense que c'est assez honnête. 25 millions sous le first apron, hein. Donc ça aussi, c'est un truc. Je pense que le front office va essayer de négocier pour que ça démarre à 20, ouais, quelque chose comme ça. Mais après, ça va être le jeu des négos, quoi. Et puis après, on n'en a pas parlé, je sais pas si tu voulais en aborder, Quentin, c'est si jamais il y a des offres d'autres équipes, parce que pour l'instant, sur le papier, on pense pas qu'il va y avoir de grosses offres, mais s'il y a une équipe qui vient mettre 30 millions l'année, Exactement, oui. qu'on Alors match déjà, ce qui va se passer, c'est on va lui faire une RFA, on va lui faire une offre qualificative de prolongement qui est à 9 millions l'année, qui commence à 9 millions l'année pour qu'ensuite on puisse matcher les salaires si une autre équipe propose un gros montant. Mais oui, ensuite, il y a peu d'équipes qui ont du cap space. On en a parlé, par contre, il y a Brooklyn, les Nets de Brooklyn, où là, s'ils veulent signer Kuminga à 30 millions, ou même un peu plus, imaginons, hein, son max, c'est 38. Hein, oui, c'est Kuminga. ça, ouais. Ils peuvent le faire. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de prétendants quand même. Ah oui, il y a très peu d'équipes avec du cap space, donc ça réduit la possibilité. Après, sinon, il y a une autre possibilité, c'est il y a la qualifying offer qui est mis sur la table. Kuminga ne trouve pas d'accord avec nous.
et il fait un pari d'un an. Bon, ce serait peut-être très risqué pour lui, mais aussi, ça existe. Et il accepte pas de prolongation, il reste à 7,9 et après il retente sa chance pour négocier l'été prochain, ou sinon il sera agent libre, quoi. Je me rappelle, Nerlens Noël l'avait tenté. Il avait refusé 80 millions, je crois. Et je pense Je pas sais qu'il a plus. signé un contrat comme ça Non, derrière. non, parce qu'il s'est blessé Ah, la mais c'est saison après, donc, hein. Le risque, il est monumental, Ouais. hein. Donc en vrai, je pense que Jurisprudence ça va Noël, du coup. négocier, mais au bout d'un moment, ça Hmm. me paraît très bizarre qu'il reste là-dessus, Kuminga, quand même. Ok, très bien. Bon, la prolongation au nom de Kuminga, c'est pas le seul dossier à gérer en interne pour McDonough Jr., puisqu'il y a 2 joueurs majeurs du titre 2022 qui se retrouvent agents libres, c'est JP2 et Kevin Looney. Alors comment on se positionne là-dessus avec 2 joueurs qui quand même l'impact sportif a tendance à diminuer au fil des saisons? On garde les deux? Seulement Gary ou Loon? À quel prix? Ou on tourne la page? Sacré dossier. Ouais, si on commence, allez, on va commencer par les bonnes nouvelles, enfin les bonnes nouvelles, par le côté positif. Moi, je garderai Gary parce que profil, comme on le dit souvent, maximiser les dernières années de Steph, et puis on sait que eux, l'un et l'autre, se mettent en valeur quand ils sont ensemble. C'est un duo qui fonctionne bien. En plus de ça, et c'est important, Gary, c'est un mec qui fait l'unanimité dans le vestiaire et qui a un peu le lien entre toutes les générations. Donc c'est aussi important de garder ce genre de profil. Et voilà, donc on sait que l'idée, c'est de le prolonger à un tarif qui serait un bon prix, Minimum, hein. au minimum, ouais. Mettons De toute façon, les mots sur les mots. c'est ça le truc, Mais hein, parce que il a quand même signé un joli petit contrat quand il est parti après le titre. Là, avec toutes les blessures et les périodes d'indisponibilité, c'est un peu compliqué de mettre plus sur lui, hein. Oui, je suis d'accord là-dessus. Tu parlais d'extra sportif, le rôle dans le vestiaire. Lounès, c'est pareil, voire même supérieur. Il a une très grande voix dans le vestiaire, très respecté, son leadership. Ça compte beaucoup aussi à San Francisco. ouais, c'est sûr. Et puis de toute façon, on sait qu'on est une franchise dite familiale avec des valeurs qui sont tournées vers la solidarité. Voilà, on sait qu'on lâche pas les soldats comme ça. Et après, tu vois, Loon, c'est pour ça qu'on va commencer par le bon avec Gary. Loon, ça serait un déchirement, et en même temps, quand tu as des profils TJD, Quinton Post, la question se pose Et que tu veux te renforcer sur le secteur. et que tu veux te renforcer sur le secteur. Donc ouais, ça, on en C'est ça, parlera le après. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que du coup, c'est un déchirement de dire ça, mais est-ce que son profil est encore utile à l'équipe? C'est dommage qu'Adrien soit pas là, sinon j'aurais posé la question. Ah bah là, tu sais, la réponse, elle était toute tracée, hein. Sur, Moignax. sur le profil, elle est toute tracée. Mais du coup, je vais pas parler en son nom, mais je pense que je le rejoins assez là-dessus. Et c'est vrai que si tu mets le sentiment de côté, je pense que c'est dur, mais il sera pas indispensable, quoi. C'est ça. Moins, ou en tout cas, moins que Gary. Hormis, comme disait Quentin tout à l'heure, son rôle en dehors du terrain. Mais du coup, Ouais, c'est avec ça. les finances qui sont serrées, à un moment donné, le rôle en dehors de terrain, quand tu as déjà des joueurs qui font ce lien-là, il faut pas 50, quoi. Donc, Moi, le scénario où Loon, j'accepte, enfin, où ça me paraît logique et que ça reste correct de garder Loon. Parce qu'en l'état, si on garde Trey Jackson Davis et Quinten Post, je vois pas l'intérêt. Parce que peu importe le type de pivot qu'on va aller chercher, on va aller chercher un pivot meilleur que ces 2 pivots-là. Donc, quel intérêt d'avoir un 4e pivot? Il y en c'est a ça. pas. Ensuite, sinon, le cas où Loon est intéressant, c'est si jamais Trey Jackson Davis ou Quinten Post, mais bon, Quinten Post, quelle est la valeur un peu sur le marché, je sais pas, est intégré dans un trade, par exemple. Et là, du coup, Looney, c'est notre 3e pivot, vétéran, un peu à la Udonis Haslem de Miami. Et là, je suis d'accord. Un peu plus jeune quand même. Hein. Oui, il est un peu plus jeune, c'est vrai. Mais bientôt 30 ans quand même. Mais oui, c'est vrai bah, qu'il il y arrive enfin, oui. Mais ça me déplairait pas qu'on le On garde dirait qu'il y en a le double. ça me déplairait pas qu'on le garde dans cette situation où en soi c'est le 3e pivot et ça reste une option intéressante. Mais là, en fait,
Il y a bouchage avec TJD sur les profils, même si TJD est un peu plus en lob thread que Loon. Ça me paraît trop léger de toute façon pour construire ton poste de pivot là-dessus. D'autant plus que moi je pense que Post, pour le coup, c'est un joueur qui va rester. Il a quand même montré de belles choses. Tu vois qu'il y a encore il y a encore des choses à développer, mais c'est un profil en plus dans les intérieurs qu'on n'a pas. Et Je sais pas, moi je suis un peu sceptique. Enfin, sur sa le- progression ou sur le fait bah, qu'il serait entre guillemets log dans l'effectif? ouais, la confirmation, et puis surtout en fonction de quel pivot on va aller chercher. En fait, si on va aller chercher ça fera la transition pour la suite. Si on va aller chercher un pivot qui stretch d'un niveau supérieur, est-ce que l'impact de Quinten Post est vraiment nécessaire du coup derrière? Et du coup, finalement, notre backup, c'est peut-être plus du TJD, etc. En fait, Quinten Post a rempli un besoin tout de suite et il l'a très bien fait. Mais je sais, dans la durée, je suis pas certain pour l'instant que Post va s'incruster pour 2, 3, 4 saisons, quoi. Donc ça, c'est à voir en fonction de ce qu'on va recruter, quoi. Ma première abord, j'avais exactement la même réflexion que toi, et après j'en ai une deuxième qui me dit, en fait l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux prendre un pivot qui stretch tout en gardant Poste sur le banc, Oui, tout en partant du principe que tu ne changes pas ton format de jeu, tu changes pas ta motion offensive, que tu restes sur la même structure de jeu. Voilà, t'as ton pivot titulaire fort ce fameux big stretch qui est là, et en remplaçant, tu peux renvoyer Poste derrière qui va faire le même job en fait, voilà, à son humble niveau, mais tu oui, ça restes peut être aussi une possibilité. dans la même chose. C'est une chose que tu peux faire aussi. C'est Ok. possible. Pour Loon, tu parlais de contrat qu'avait reçu JP2 en sortie de titre. Looney, on a activé sa player option aussi cette saison. Il a gagné 7,5 millions. On aurait pu le prendre au minimum ou pas loin, ou en tout Où il cas était de lui même faire à tester le 9, je marché. crois. Ouais, mais c'est redescendu avec les bonus. Ah oui, d'accord, oui. Et donc voilà, on lui a fait aussi un peu une fleur là-dessus. Moi, ce que j'en conclus, c'est en fonction du marché, est-ce qu'on a comme offre, donc Kuminga ou des joueurs qu'on va récupérer. Ensuite, ça sera juste une exception à 5 millions et que des vétérans au minimum. La place de Gary et de Loon avec leur performance et leur côté unidimensionnel, c'est au vétéran minimum. Si les deux sont d'accord pour signer au minimum, je les prends. Si ça veut aller au-dessus, C'est compliqué, qu'ils hein. aillent tester le marché, mais je suis pas sûr non plus que le marché soit énorme pour eux, Ouais. avec leur jeu qui est quand même assez Curry dépendant, assez motion dépendant. Autant Gary, j'ai du mal à le voir aller signer du 5-6 millions l'année. Autant Looney, ça me paraît pas impossible parce que 5-6 millions, ça reste un pivot qui a de l'expérience, qui est connu, qui peut donner des bonnes minutes. Donc un pivot backup à 5-6 millions, c'est possible. Il y a des Après, franchises qui Gary, peuvent chercher ce profil, ouais, voilà, t'as raison. je suis d'accord là-dessus. Enfin, moi, Mm. c'est un peu le principe. Alors que Gary, pour moi, certes, c'est un défenseur qui peut être presque élite, mais comme on l'a vu en playoff, déjà, il fait pas des playoffs sensationnels, même s'il avait mis un peu dedans à 3 points, mais voilà, c'est pas sa force première. Et puis, il y a tout ce qui est blessure, quoi. Donc, sur les 2-3 dernières saisons, il en a un petit paquet. Donc, pour moi, il y a très peu d'équipes qui lui proposera plus que le minimum. Et si on lui propose le minimum, nous, il est bien ici, c'est chez lui, et il reste, quoi. Puis comme on l'évoquait aussi au début de l'épisode, il faut qu'on remplisse ces 14 potes aussi. Donc avec la marge financière qu'on a, c'est quand même compliqué. Donc si tu peux déjà avoir au moins un des deux sous la main, ça te remplit déjà une case, quoi. C'est une aiguille dans le pied en moins de notre bon vieux Mike, hein. Ok, donc on part sur contrat minimum ou rien, quoi. On est d'accord. C'est ça. Ouais, là on est d'accord. Ok. Sur le tableau de Jesse de Golden State CBA, d'ailleurs, qu'on remercie, qui font un gros taf, il y a certains joueurs qui apparaissaient pas, notamment notre bon vieux Patoche, Pat Spencer from Lacrosse. Lui aussi, il a agent libre. Est-ce que ça sera intéressant de le re-signer au minimum en tant que troisième meneur dans la rotation, ou on prolonge son two-way? Je pense que Pat Spencer, ça peut être un gars qui peut être signé, mais de toute façon, ce sera pas la priorité. Et je vois pas beaucoup d'équipes aller se positionner sur un Pat Spencer. Il a montré des trucs intéressants, mais c'est un gars qui a déjà 28 ans.
Il a émergé chez nous parce qu'il connaît le système, etc. Après, je pense qu'il peut jouer aussi ailleurs, mais je pense qu'on va être patient. Et si jamais on est à 12-13 joueurs qu'il faut remplir, Pat Spencer, on le prolongera sans avoir de problème, quoi. On commence à le connaître. C'est un bon gars, il fait les efforts. Après, s'il y a pas de place dans les 14, peut-être qu'en tout, ouais, parce qu'il a que 2 années d'expérience, donc il peut encore jouer en G-League. Mais oui, je pense qu'il restera dans l'organisation, on va dire, au global, que ce soit en G-League ou en NBA, quoi. Ok, et Kevin Knox aussi. Est-ce que ça Bonne question. peut... Intriguant comme profil, quand même. Il peut remplir des cases. Pour le coup, autant, tu vois, Pat Spencer, il est un peu, tu peux retrouver des joueurs de son profil, je pense assez facilement quand même, ou en tout cas des joueurs qui vont le suppléer. Kevin Knox, il a ce profil un peu longiligne, qui peut défendre plusieurs postes, qui est, Un qui est un athlète peu, aussi, qui est hein, un- un oui, peu. oui, qui te rapporte un peu d'athlétisme aussi. Ouais, c'est un joueur qui est un peu plus intriguant. Après, qu'on s'entende, on est sur des joueurs de bout de rotation, hein, mais avoir un profil Moi, comme lui, justement, en bout de banc, ouais. c'est pas inintéressant. L'année dernière, avec Angelique, il avait montré des belles choses, hein. Ah oui. C'était même de mémoire, c'était le meilleur scoreur de l'équipe. Donc, sur le principe, moi, en 14e, 13e homme, sans problème. Et après, ça peut être la bataille ou même au training camp pour pourquoi pas aller se rapprocher du 10e, 11e spot de rotation. Après, c'est un pari. Enfin, moi, je trouverais pas ça. Je trouverais ça plutôt cohérent en fait par rapport à ce qu'on a fait avec lui cette année. On a pris le temps, on l'a intégré en G-League, on l'a même signé en fin de saison pour qu'il fasse partie du roster. Donc ça pourrait être une suite logique. Après, comme Pat Spencer, c'est pas la priorité. S'il y a d'autres profils de vétérans minimum avec plus d'expérience et qui se rendent disponibles, peut-être que l'histoire de Kevin Knox, ça s'arrêtera là, quoi. Ouais, il y aura dans tous les cas rien de dramatique. Moi, j'aime le profil, j'aime ce qu'il a fait en G-League, et j'ai Voilà. juste été un petit peu déçu des quelques entrées qu'il a fait. J'aurais voulu qu'il se montre Ah ouais. plus sur les entrées qu'il a fait. Voilà. Ouais, il y a des matchs qui étaient. Bon, après, ça oscille entre le bon et le moins bon, quoi. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé en voir plus, en tout cas par rapport à ce que au peu que j'ai vu de G-League, et puis de ce qu'il a, du potentiel qu'on lui connaît en NBA, même si pour l'instant ça ne lui a jamais souri. Là, c'est le moment de saisir sa chance, et j'aurais aimé que tu vois qu'il y ait un petit truc en plus. Après, ouais. Mais en parlant de Santa Cruz, continuité avec le coaching staff, puisqu'on oui. continue dans les fils 2. On intègre le Puisque le fiston. Fisker, voilà. Le fils. D'ailleurs, Voilà. je sais pas, il y a une trend, sur le Twitter US avec son nom et son prénom et son nom, je sais pas, et j'arrive pas à comprendre le truc. Si, le N-word, Ouais, si tu le dis très voilà, vite. c'est ça. Oui, en fait, Voilà. c'est la compression des deux, quoi. Oui, parce qu'il s'appelle Nick Kerr. Voilà. Donc voilà. Voilà. Ok. On va pas dire très vite son prénom en tout cas. Juste ce qu'on on peut a en fait- dire, c'est juste on peut en dire deux mots. C'est le fils d'eux, mais qui a fait du bon travail en G-League. Oui. Il a réussi à développer surtout avec les jeunes, il a réussi à bien mettre en valeur les jeunes. Et un bon exemple, c'est quand même Post. Voilà. Ouais, on peut pas en dire énormément de choses parce qu'on l'a pas assez vu, mais visiblement. Son travail à Santa Cruz a été très apprécié, et du coup il a été récompensé en montant dans le staff NBA. Oui, il y a une continuité entre la G-League et l'équipe première, si on peut dire D'ailleurs, je comme crois ça. que c'est un coordinateur vidéo du staff Warriors qui part coacher à Santa Cruz. Ok, donc voilà, c'est toujours en interne. Voilà. Super. Bon, vu qu'on a fait le tour sur les contrats renouvelés, on va pouvoir désormais s'intéresser aux agents libres potentiellement disponibles, mais aussi évoquer les possibilités de signer trade avec Kuminga, voire même des échanges tout courts si vous avez en tête. Mais première question, l'équipe, quelles sont les priorités en termes de profil à aller chercher pour cette prochaine saison du côté des Warriors? En priorité numéro 1, pour moi, c'est un pivot.
hein. Un pivot titulaire, ça fait combien d'années qu'on veut ce pivot titulaire, ça C'est une commence chimère, oui. à faire long. Bon, on a fait les playoffs avec Dre, comme depuis 2 saisons, c'est le cas. On finit la saison avec Draymond en pivot. Mais ouais, on sait qu'on peut pas faire une saison entière avec Draymond en starter pivot. Il nous faut de la taille, si possible un Dunleavy l'a dit stretch. d'ailleurs, hein, Ouais, en conférence de conf de presse. presse, ouais, il l'a confirmé. Donc ouais, priorité numéro 1, un pivot. Si possible, qu'il shoot à 3 points pour quand même que ça soit compatible avec Draymond, Jimmy, qui sont moins des shooters. Après, j'irais plus sur du backup meneur derrière Steph. Un peu créateur, quand même capable de se créer son shoot pour, par exemple, libérer du pods de la création. Et puis après, un peu d'ailier intérieur un peu long qui savent shooter, quoi, parce qu'il nous faut du shoot. Il nous faut du shoot. On est exigeant. Hein. On veut que ça shoot, que ça soit grand. Ouais, non, mais c'est là que tu te rends compte que le chantier est énorme. Alors, Et que ça coûte il y a des une millions. base, il y a une base qui est déjà, il y a une base qui est déjà très bonne. Mais c'est vrai qu'après, il va nous falloir trouver des bons joueurs pas chers. C'est ça. C'est ça. Oui, et peut-être aussi plus s'adapter à Jimmy aussi. On a vu son c'est ça. stuff qu'il faut du shooting un peu avec Jimmy pour qu'il puisse pas exister, mais en tout cas s'exprimer pleinement, notamment sur du kick-out, en tout cas libérer la raquette. Parce que, oui, hormis Steph, là pendant les playoffs, c'était compliqué. Si Buddy, le spacing, peut-être se renforcer là-dessus. Oui, ça bouche les drives. En fait, faut pas que ça bouche les drives de Jimmy, quoi. Clairement. Bon, on va pouvoir procéder par salaire décroissant et commencer par un potentiel sign trade avec Kuminga. Donc Martin nous avait confirmé que pour l'instant, on peut ne récupérer que 50% de son nouveau salaire en cas de signature et d'échange immédiat. Donc imaginons que Kuminga signe à 25 millions. On peut récupérer un joueur entre 12 et 13 millions ou un peu moins en dessous, hein, on peut aller en dessous. Est-ce que vous avez des joueurs, des franchises que vous avez repérés pour faire du troc? Ah oui. Moi, j'en ai une du côté d'une franchise un peu quand même appréciée par Adrien, les les Chicago Bulls. Et ouais, parce que moi, j'ai un petit chouchou, moi, il s'appelle Kobe White. Et Kobe White, il touche que 12,8 millions ou 9 s'il faut être précis l'année prochaine. Bon, il est en dernière année de contrat. De mémoire, il n'est pas intouchable non plus à Chicago. Chicago était parmi les équipes qui pouvaient être potentiellement intéressées par Kuminga. Ça, c'est à reconfirmer parce que bon, ils ont quand même Matas Bouzelis, Pat Williams, etc. Ils ont Josh Giddey aussi. Ils ont Josh Giddey à re-signer, donc bon. Dommage qu'Adrien n'est pas là. C'est toujours. peut-être pas le scénario le plus plausible pour l'instant. Oui. Ah oui, ça aurait été folklore. Mais en tout cas, si on parle vraiment de profil qui intéresse et qui peut être possible en trade, Kobe White est pleinement là-dedans parce que ça pourrait être vraiment le relais de Steph, un peu comme Jordan Poole avait comme rôle avant. Que ce soit en titulaire à côté et après derrière avec la second unit. Ça peut se faire avec du sign and trade pur JK pour Kobe White, à voir si Chicago peut récupérer le salaire de Kuminga. Et puis après peut-être des pics autour, mais je pense que c'est certes avec Kuminga on va pas aller chercher une méga star hein, à l'heure actuelle, et Kobe White il a quand même encore ce potentiel en lui, il est jeune, il peut encore passer des échelons. Donc moi ouais, c'est un peu ma petite piste fun que j'aimerais bien voir se réaliser si jamais Kuminga doit partir, quoi. Alors, d'un point de vue salarial, c'est parfait, effectivement, parce qu'il est à 12 millions à peu près, donc ça colle parfaitement. Sachant que, je te coupe, désolé, j'ai oublié, il y a des exceptions. On a des exceptions de trade au cas où pour compléter les avec écarts. Kyle Anderson, oui. Voilà, on a une exception à 8 millions et une exception à 2. Donc, si jamais il faut, on peut avoir des exceptions en plus. Voilà, c'était la petite parenthèse de flexibilité. Oui. Clairement, je disais que c'est parfait niveau salarial, en tout cas 12 millions, et il est même payé, c'est sa dernière année de contrat, Ouais. à ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas mieux au niveau rapport qualité-prix. Ouais, c'est un très bon rapport. Ouais.
Après, Mais c'est pas c'est le une seul. problématique l'année suivante, mais bon, on n'est pas dans la réflexion aussi non plus long terme. Là, si maintenant ça peut nous apporter, eh ben, pourquoi pas le Mm. faire, quoi. Il y a une chose par contre sur Kobe White, c'est que les Bulls ont refusé une offre récemment où il y avait 2 tours de draft. 2 premiers Ou tours, 2 premiers tours. ouais, Ou alors c'est ce qu'ils demandaient, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai. c'est la cote monte. C'est vrai que, bon, après, nous, sur ce point-là, c'est vrai qu'en termes de tours de draft, on a ce qu'il faut. On a tous nos premiers tours. Donc on peut en envoyer, on en a jusqu'à 4 qui peuvent être échangés, plus après des swaps. Donc, bon, après, c'est vrai que si ça demande d'envoyer Kuminga plus 2 premiers tours, etc., bon, on va peut-être réfléchir un peu parce que Kobe White, c'est pas non plus le joueur du siècle, mais Oui. s'il y a moyen de négocier, et on sait qu'il y avait aussi les rumeurs avec Vucevic pendant la trade deadline, s'il y a possibilité de monter encore autre chose autour de ça, je sais pas. Voilà, c'est une piste en tout cas qui est possible, que moi en tout cas j'aime bien. Je partage aussi. Toi, Thomas, tu avais un autre joueur du côté des Bulls. Ouais, bah en fait, enfin, on peut dire que ça pourrait être une franchise amie si s'ils ont des deals sympas à faire, mais c'est une franchise qu'en tout cas sur laquelle il y a plusieurs profils qui sont intéressants. Donc moi, j'avais aussi le nom de Lonzo Ball. Donc là, on est peut-être un peu plus sur un pari. Paris du fait des blessures, mais après il coche quand même pas mal de cases et suite à ces graves blessures, faut savoir il avait un contrat qui avait été renégocié au rabais et là actuellement il est à 10 millions la saison. Donc on est sur un potentiel rapport qualité-prix qui est aussi hyper intéressant et qui pourrait se calquer aussi sur juste Kuminga. Euh, on a un joueur qui est capable de créer balle en main, qui est capable de défendre aussi, donc en sortie de banc, c'est un profil qui pourrait nous apporter. Soulager Steph aussi, balle en main. Après, faut voir aussi, c'est vrai qu'il y a eu cette blessure qui a été terrible et très longue. Il est revenu 2 ans, oui. l'année dernière. Bon, c'était pas si mal que ça, mais il a joué que 35 matchs. Donc il y a quand même un peu d'incertitude. Il y a de En tout l'incertitude, ouais. cas, moi, Lonzo, le profil, bon, c'est pas ce qui m'emballe le plus, mais si je me projette dans un trade, c'est peut-être pas pour lâcher Kuminga, par exemple. Oui. C'est peut-être plus pour lâcher du Du Moody Moody ou peut-être, ouais. voilà. Déjà Kuminga pour Kobe White. Bon, Kobe White c'est quand même un très bon joueur et il a fait un joli gap. C'est intéressant. Mais s'il faut lâcher Kuminga pour juste un role player très précis, je sais pas. Enfin, c'est une question à avoir. Je sais pas si le front office voudra s'orienter vers ça plutôt que de conserver Kuminga. Et alors moi je l'avais noté Mm. sur ma liste parce que moi ma priorité ça serait plutôt moi je partirais plutôt sur du Nikola Vucevic, c'est pour ça que je rigolais Ah avec oui. les Bulls parce que pour le coup on a 3 joueurs qui potentiellement pourraient nous intéresser. Et Ouais. alors bon Vucevic je vais pas rentrer dans les détails, pour moi enfin moi personnellement je trouve le joueur qui serait le plus complémentaire aux 4 majeurs actuels. Si tu devais en rajouter un, je pense que lui avec le profil Butler, avec le profil de Raymond, ce serait, je pense, un ajout qui serait vraiment hyper intéressant. Mm. Et tu vois, tu parlais d'un montage éventuel, on pourrait Kobe White plus Vucevic en intégrant d'autres joueurs, partir sur quelque chose comme ça. Mais tu as aussi le montage Vucevic Ball, peut-être. Enfin, moi, je partais plus Ouais. sur ce binôme-là. Voilà, Après ça fait partie ouais, des choses potentiellement réalisables, quoi. Voir. le package Vucevic Ball, enfin, il implique pratiquement l'intégration de Kuminga dedans. Ah ouais, bah Mais de toute façon, pour le coup, là, ouais, c'est Bah, je même partais, plus. ouais, je partais en oui, fait sur après plus derrière, mais oui. comme Quentin avait évoqué l'éventualité d'un sign and trade de Kuminga, là, moi, je partais là-dessus avec l'intégration du coup d'autres joueurs type Moody en plus pour pouvoir matcher, quoi. Ouais, ouais. J'aime bien Lonzo aussi. Il avait progressé sur son tir à 3 points, notamment. C'était compliqué en début de carrière. Ouais. Mais dans le cas d'un sign trade, je ne sais pas effectivement si c'est la bonne option. Dans un trade, pourquoi pas. J'aime bien aussi, je l'avais noté. Mais voilà. À Chicago, il y a Jalen Smith aussi, qu'on peut Oui. regarder à 9 millions. Bon, après, par exemple, du Jalen Smith, c'est pareil, je l'avais vu, mais après, la réflexion au final sur le poste de pivot, c'est pour un titu. Et Oui. en fait, ce gars en sortie de banc qui met des 3 points, qui stretch un peu, c'est Quinten. Bon, Jalen Smith, c'est peut-être un petit peu plus athlétique. Finalement, le gain, il est peut-être pas si élevé que ça.
Parce que notre recherche, elle est vraiment sur le poste starter, quoi. Clairement. Est-ce que vous avez d'autres en tête sur un Sané trade? Parce que j'en ai quelques-uns pêle-mêle là, si ça peut. Ben, en poste de pivot, il y a une rumeur qui revient un peu sur la table, enfin, qui était déjà sur la table. Bon, c'est pas une grosse rumeur Warriors, mais on commence à être un petit peu attaché. C'est Kristaps Porzingis côté Celtics qui font un petit peu la vente aux enchères en ce moment là. Il faut qu'ils régressent un peu, qu'ils dégraissent un peu leur masse salariale. Bon, un Porzingis qui a fini la saison un peu compliquée, hein, il a une maladie un peu bizarre. Donc, Ouais, ça ressemble à un Covid dossier long, ça médical qui. qui commence à Ouais. être un peu lourd, hein. Donc, faut voir si Eric Celebrini il valide le dossier du monsieur, mais sinon après sur le profil, ça demande de lâcher quand même Kuminga plus d'autres joueurs, mais par contre tu as un profil qui sur le papier en tout cas est très complémentaire et ça te fait une quatrième option, enfin une troisième option offensive. Mais bon, après je suis pas ultra fan sur l'aspect financier parce que pour monter ça va être c'est un peu compliqué. Et derrière, tu es obligé de bricoler avec du minimum, etc. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est une piste aussi. Il y a 30 millions la saison, Voilà, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Clairement, ouais. Donc signer trade, ça paraît un peu complexe, mais dans le cas d'un trade, pourquoi pas. Ensuite, vraiment physiquement, c'était très compliqué là, les playoffs. Là, il avait donc une maladie inconnue en tout cas qu'on ne Ouais, ça savait pas. c'est un peu bizarre. Ouais, ça ressemble à un Covid long et il était vraiment asphyxié sur le terrain. Il n'arrivait pas à respirer. Il pouvait pas faire qu'il jouait 12 minutes ou plus dans le match. C'était très compliqué. Donc, ouais, je sais pas trop sur le cas avec Après, ce salaire-là. je sais pas, ouais, si Thomas, toi, tu as une autre idée, parce qu'après, c'est vrai qu'il y en a une qui va arriver à l'intérieur et qui est pas mal dans les petits papiers dernièrement et qui peut se monter de différentes manières, mais Bob l'éponge. allez, on va Bobby. partir sur le Bobby. Sur Bobby. Parce que le Bob Portis, il y a deux solutions. Il a une player option l'année prochaine à 13,8, je crois. Donc il n'a pas encore fait le choix de l'active ou pas. Là, d'ailleurs, ça va être bientôt la deadline hein, pour les options. Donc il y a la solution, il active cette option et du coup on fait un sign and trade. Bon, c'est vrai que tu me diras intégrer Kuminga pour récupérer Portis en brut, c'est peut-être pas si sexy que ça sur le papier, mais c'est une possibilité. Ouais, tu le re-signes derrière. Ensuite, Derrière, tu le re-signes en extension. Ou sinon, bah, c'est qu'il décline son player option et après, bah, c'est sur le marché des free agents. Mais comme on l'a dit, ce qui est plus probable, non? c'est très compliqué. Ou sinon, il faudrait qu'il accepte on aurait peut-être une biannual exception à 5 millions l'année, mais ça, Non, trop juste. pour moi, pour attirer Portis, c'est pas possible. Donc, finalement, presque la seule solution, c'est un trade avec une activation de son option et une prolongation par la suite. Oui, c'est vraiment un joueur qu'on commence à repérer depuis plus d'un an. Les échanges Wiggins, Portis, ça traînait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'aime bien le joueur, mais pareil, je pense qu'il faut plus que ça passe par un trade Oui. que un sign trade. Je suis d'accord. Et par exemple, si jamais on se dit c'est trop de lâcher Kuminga, je serais pas contre de lâcher par exemple un Moses Moody, même si Moses Moody a un contrat un peu friendly, etc. Ça décolle pas tant que ça. Et puis de toute façon, il faut qu'on fasse des choix. Et Portis, c'est un gars qui a déjà de l'expérience, qui a déjà gagné un titre. Certes, c'est pas un vrai pivot sur le papier, mais il peut jouer pivot. Il est quand même 2,08 et puis il shoot. Donc non, c'est un profil qui est intéressant. C'est une option viable. T'en as d'autres, Thomas, ou je vous en dis pêle-mêle, là, ce que j'ai repéré? Vas-y, annonce un petit peu, Quentin, et tu peux commencer à... Nos cousins de Sacramento, là. Il y a Malik Monk apparemment qui est sur le marché à 18 millions. Ouais, ça On j'aime demande un beaucoup, premier ça. tour aussi. Ouais. Ouais. Ça c'est pas mal. C'est une bonne option de 6e homme, ça. Ouais, c'est plus cher que Kobe White, mais... Ouais, c'est vrai qu'en salaire, c'est plus cher que Kobe White et... Je sais pas si c'est... Bah forcément, je pense que c'est du Kuminga qui s'intègre, mais...
ou sinon c'est du Moody. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrats intermédiaires en dessous des 10 millions. On bascule sur du 2 millions, donc on a des exceptions. Mais ouais, je sais pas trop comment on monte ça. Ouais, en tout cas, moi j'aime beaucoup le profil et si tu le compares à Kuminga, j'aurais tendance à penser qu'à l'instant T, il serait en capacité de plus nous apporter. Sur un style Tu veux différent, dire mais Malik Monk pourrait plus nous apporter que ouais, Kuminga? ouais. Sur à l'instant Ouais. T, t'es pas convaincu? Ils envoient des, Bah, en fait, ils envoient des gros pétards tous les deux déjà. Ouais. moi, si on lâche Kuminga là-dedans, c'est qu'en fait, ouais, Malik Monk sur le moment, c'est vrai qu'il nous apporte plus. Mais est-ce que l'écart entre le potentiel de Kuminga et en le gardant, en étant un peu plus patient, en fait, c'est ça, est-ce que ça vaut le coup de faire le deal maintenant plutôt que d'être patient 3-4 mois avec Kuminga en voyant ce qui peut se passer et se reproposer à nous. En fait, je sais pas si ça vaut le coup de se précipiter à faire un trade pour Monk Ouais, je maintenant. vois ce que tu veux dire. Ouais, on en revient à ce qu'on disait au début, quoi. Après, avec Kobe patienter White, jusque- tu me diras, c'est un peu la même réflexion hein, aussi, hein, parce que on n'est pas sur un écart monumental entre les deux joueurs, mais Après, on est sur des. Après, de toute façon, c'est toute la stratégie qui doit être mise en place maintenant et la complexité de l'intersaison. Hein. Tu peux de toute façon, d'un point de vue d'un point de vue purement profil, tu n'auras pas des joueurs qui ont des grandes différences, quoi. En fait, tu vas avoir des joueurs d'un niveau équivalent, mais qui peuvent t'apporter des choses différentes. C'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est sur la complémentarité entre les différents joueurs du roster, parce que c'est vrai que tu n'arriveras pas de toute façon, t'arrives là à choper un joueur qui est vraiment supérieur à Kuminga. Tu peux avoir un joueur différent qui t'apportera des choses différentes. Mais on n'aura pas des niveaux extraordinaires de différence. Oui. Bah, sur un modèle en dessous, niveau péteur ambulant, 6e homme, il y a Clarkson à Utah qui a 14 millions. Je sais, c'est pas forcément ce Sexton. qui fait rêver. Hein. Non, Jordan Clarkson. Ah, Jordan Clarkson. Tu il a peux combien te rapprocher avec Il a un 14 joueur millions. qui pourrait t'apporter ce que Jordan Poole faisait un peu avant, si je dis pas de bêtises. Kerr pourrait aimer ça. Après, bon, Utah, ouais, c'est vrai que je pense que, enfin, en tout cas, moi, Sexton m'intéresse plus que Clarkson. Clarkson, c'est vraiment très streaky au shoot. Oui, mais c'est pas le même budget aussi. C'est un peu plus cher, Sexton, c'est vrai. Mais ouais. Et puis après en termes, ouais. Bon, et puis bon après deal avec Danny, le père Danny, on le connaît. Hein, maintenant, il va essayer de refourguer sa sauce finlandaise comme il peut. Maintenant qu'il s'est bien embourbé là, donc. Mais bon. Voilà. Il y a toujours les Nets avec Cam Johnson à 20 millions. Oui, au final, ça reste une option. Hein. Cam Johnson. Ça colle bien. Après, je pense. le fit. Du coup, ça veut dire que tu démarres avec du Jimmy en 2, Cam Johnson en 3, Draymond en 4. Ça me choque pas. Mais c'est un joueur qui pourrait rentrer dans l'effectif. Hein. Oui. Capable de défendre plusieurs postes, donc ça me choque pas non plus. 21 l'année, ouais. Et j'en avais un dernier qui est peut-être un peu cher par rapport à son rendement actuel. C'est du côté des Wizards. On parlait de Jordan Poole, qu'on a appris d'ailleurs qu'il se fait trader là 2 heures avant. Là. Quasiment en direct. Juste avant le pod. En direct. Voilà. Juste avant le pod. Poole parti, on le verra une fois de plus, puisque maintenant il sera au Pels. C'est Marcus Smart. Alors, il est cher, il a 21 millions. Ouais. C'est pas trop le profil qui me hype, ça, parce que on a besoin un peu de peps offensif, quoi. Donc, mais après, oui, ça peut remplir le besoin de défense sur le point of attack. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais avec notre défense sur le point of attack, Jimmy, il va pas non plus se taper tous les guards toute la saison à tenir. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit chantier aussi là-dessus. Hein. Bon, pour l'instant, on a Moody qui est toujours là, qui pourrait s'en charger. Gary Payton si on le prolonge. Mais c'est vrai qu'il nous faut aussi un peu un joueur capable de défendre, quoi. Ok.
Bon, pour continuer notre chasse aux pépites, on va s'intéresser à ce qu'on nomme la TMLE. Donc, c'est la taxe Mid-Level Exception, ce qui permet de signer un joueur aux alentours des 5 millions lorsqu'on est en dessous du second round. La saison dernière, on avait le droit à la full, à la MLE, la version complète à 13 millions, ce qui nous avait permis d'attirer D'Anthony Melton pour 6 matchs, malheureusement. Donc voilà. Mais cette année, Dunleavy va devoir se contenter de la version mineure, puisque pour avoir accès à cette MLE, il faudrait laisser partir Kuminga gratuitement sans rien recevoir en retour, ce qui est hautement improbable, on est d'accord là-dessus. Alors les gars, pour 5 millions, qu'est-ce que vous avez dans votre liste de courses? Moi, j'ai du pivot, quoi. J'ai du pivot. Moi, si je reste sur mon scénario, Kobe White en sec, et ben, il y a des options qui s'offrent à nous. On a la rumeur. L'idée qui est sortie un peu facilement du chapeau de la Dub Nation, c'était Brook Lopez. Bon, il est peut-être Cramax et en fin de piste, mais bon, ça reste un mec qui peut toujours apporter 20, 25 millions, 20, 25. Je suis trop attiré par les sous. 20, 25 minutes, 20, 25 minutes honorables. Et puis voilà, ça reste un mec qui sait mettre des shoots. Donc s'il a des shoots ouverts, il peut en mettre. Voilà, même si maintenant il a peut-être un peu moins d'impact sur la rim protection, ça reste intéressant. Et je pense que c'est un mec qui peut tout à fait accepter une baisse de salaire drastique pour sa fin de carrière. Surtout qu'il est originaire de la région de mémoire. Il a fait sa fac à Stanford. Donc pourquoi pas un petit Brook Lopez à 5 millions, 4-5 millions. Ça coûte ça. Moi, j'ai pas pensé parce que je le voyais vraiment quand même un range au-dessus au niveau salaire. Oui, je pense il peut partir au-dessus, oui, ça c'est sûr. Thomas, est-ce que tu en as en tête au niveau de 5 millions qui pourrait compléter l'effectif et nous aider dans la rotation? Alors, dans les intérieurs, mais il faudrait que là, j'ai pas bien travaillé, il faudrait que je vérifie. Vous avez en tête un Kelly Olynyk qui sera combien lui sur la saison? Il est sous contrat. Il est sous contrat, oui. Il est encore sous, ouais, exact. Il est encore sous contrat. Donc, mais oui, c'est un profil qui peut être intéressant. Après, c'est un profil que j'avais noté, mais c'est vrai qu'il est au contrat au Pels, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, il est tradé du coup dans le deal. Il part à Washington. Donc, dans le deal de Jordan Poole. Tu vois, on a dû. J'ai fait exprès, je te tendais la perche pour que tu nous donnes les infos du live. Dans les options un peu moins sexy sur le poste de pivot, enfin 4-5, il y a un ancien de la maison Santa Cruz, Chris Boucher. Même la maison Warriors, hein. Oui. Chris a été drafté par Golden State, l'ami Chris. Alors, il est en fin de contrat, le Chris Boucher, ou il a une option? Ouais. Il me semble qu'il est en fin de contrat. Ouais, je suis sûr à 100%. Ok. Non, mais ouais, Chris Boucher, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est pas un physique de pivot parce que c'est pas un mec qui passe vraiment son temps dans la raquette. Il est très fin, mais oui, c'est. Ça pourrait coller si on n'a pas d'option sur le poste, en tout cas, pour renforcer. Sur les gardes, moi, je pensais à 2. Après, tu voulais on bascule direct que sur les guards ou parce qu'en pivot j'avais 2-3 noms pêle-mêle aussi. Ah non, vas-y, continue. Alors fort peut-être. J'avais alors c'est pas un profil qui shoot, mais je me dis de toute façon on prend un starter pivot et puis on sait que nous on a notre Draymond Green qui peut finir les matchs. Si on est dans un scénario en plus où on a encore Kuminga, donc on peut finir small ball et on a notre stretch avec poste, on va chercher un pivot qui est un peu plus rim runner, protecteur d'arceau pour 20 bonnes minutes. Clint Capella. Je sais pas s'il accepterait un pay cut comme ça, mais voilà, Oula. C'est pas un pivot très sexy non plus, mais c'est un mec qui peut donner 20-25 bonnes minutes, de l'énergie et le postier qui arrose en sortie de banc, quoi. Ouais, à 5 millions, je prends, mais je pense qu'il va prendre au-dessus aussi. C'est ça le souci. Ouais, possible. Pour après, le coup, à ces tarifs-là, c'est des mecs qui sont hyper intéressants si tu mets un peu plus de paquet sur un guards ou sur un autre joueur, comme on disait. On cherche un pivot titulaire. Après, c'est vrai que si tu le trouves pas, mais que t'as l'opportunité dans le marché d'avoir un joueur sur un autre poste plus cher, bah, c'est le genre d'option qui serait excellente. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça remplit bien. Après, il y a le dream scénario un peu de tout le monde et que tout le monde s'emballe dessus. C'est un peu le Nasrid en sign and trade.
Parce Non. que mais Nasrid, il va demander 25 l'année. Ce sera trop cher. C'est trop C'était cher, la et puis- limite. Si on a raté le coche, c'était peut-être la saison dernière, je pense, plus pour Nasrid. L'année dernière, je l'avais dans ma petite liste, mais là, Mais Nasrid, c'est vrai que c'est le je profil l'ai exclu idéal. parce que c'est quasiment inaccessible. C'est le profil idéal. Ah Et ouais. Après, Mais bon, il va toucher ses 25 millions. après c'est Et il vraiment les mérite. le reste. Bon, c'est du vétéran. On a Hollerford, mais bon, c'est 39 ans, fin de parcours. Et puis après, c'est du Thomas Bryant, des Luc Cornet, etc. Donc, On va voir les fins de tiroir tout à l'heure pour le minimum. Là. oui, c'est vrai. Sur le backcourt, moi j'en ai deux. Alors, le premier, si Doc Celebrini donne le signal, moi je reprends Melton à la mid-level Ah ouais. à 5 millions. Ah, tu Ouais. penses qu'un Melton, il reçoit des offres à 5 millions? Moi, je suis pas convaincu. Moi, je pense que tu peux l'avoir au minimum, par exemple. Ah bah si tu peux l'avoir au minimum, c'est très bien. Et s'il Parce que s'il quand est même, capable d'être en il canne. s'est fait 2 grosses blessures. Hein. Ouais, moi, il me ferait trop peur. Moi, je pense pas je pense qu'il va être obligé de repartir sur un minimum, se refaire la cerise, refaire une cote, et après, il signera peut-être plus. Mais je pense que... Après, oui, en tout cas, si on parle que vraiment des profils intéressants sur le bas-court, oui, ça peut être un profil qui revient, sans problème. Ouais, il connaît le système, et puis en plus, pour le coup, pour le peu qu'il a joué, les résultats étaient excellents. Il peut surfer là-dessus. Après. Bah 6-0, on a invaincu avec lui, je crois. Ouais, non, mais. Ouais, on avait un gros bilan, ouais. Mais Après, ouais, ouais, le profil me ferait peur quand même. Le facteur blessure. le facteur blessure. C'est pour ça que j'ai dit Doc Sachant que Celebrini. quand on le Ouais, recrute, bien sûr. quand on le recrute, il y a déjà l'incertitude parce qu'il fait déjà que 30 et quelques matchs l'année d'avant. Donc on avait déjà investi en sachant qu'il y avait une incertitude de blessure. Donc là, Ouais, mais je pense qu'il y a des équipes qui seraient capables de prendre le risque. Et donc, après, oui, il si va Doc trouver une Celebrini- équipe, hein, ça c'est sûr. Oui. Malcolm mais Brogdon. oui, c'est sûr. Bah, je l'avais justement, c'était mon deuxième. Ouais, moi, c'était dans les guards, c'est celui que j'avais en Alors- tête de liste. C'est pour ça que je te le balance tout de suite. Punaise, le Malcolm Brogdon, moi je l'avais dans mes petits papiers l'année dernière quand c'était les trades. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas repensé. Il est free agent. Ouais. Oui. Alors après, ouais, bon, le tarot. Il était à 20 millions, mais je pense là, ça va être compliqué là. C'est un mec qui, H. je pense, que c'est un mec qui Oui. va aller chercher ses 15 facile. Ouais, tu crois? Ouais, je sais Faut voir pas. le marché Faut voir ensuite, le c'est pour marché. ça dépend du cap space, Mais etc. Mais oui, en tout cas, pour 5 millions, pour moi, c'est impossible. Parce que lui, c'est un il solide coche two-way pas mal player, de cases aussi. Hein. Ouais, il va avoir une mid-level. Enfin, il aura forcément Ok. une mid-level, je pense. Ou plus. Mais oui, 38% à 3 points en carrière des deux Ah côtés bah, du le terrain. profil, très intéressant. Ouais, gestionnaire. playmaker, bon défenseur. Il peut jouer à côté de Steph. Bon QI basket. Enfin, c'est. Je pense que, bon, en tout cas, ça semble être. Il rentre dans le cadre bon gars. J'ai jamais entendu d'histoire sur lui, donc j'ai l'impression qu'il rentre dans le cadre Warriors, quoi. Je crois qu'il serait capable de vite Sinon, on s'intégrer. a Oui, je suis d'accord. Il y a du Tyus Jones, etc. Ouais, je l'avais aussi sur ma qui liste, était mais minimum à Phoenix l'année dernière. Il n'a pas fait une saison tonitruante non plus au point de faire remonter sa cote très haut. Pourquoi pas après, c'est toujours une histoire de mais contexte, si, quoi. il y en a un qu'on n'a pas. Attendez, il y en a un qu'on Quoi n'a pas évoqué. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué et Monsieur Steph Curry France, il aurait un petit mot à dire, je pense. Ah, là, je vois où tu vas. Je vois tout à fait où tu vas en venir, petit coquin. Quentin, tu l'as Quand pas. il cherche, là, tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Le Brody, Russ West. Russell. Ah oui, pardon. Eh oui. Eh oui. Ah oui, Russ non, West, c'est pas après, c'est vrai qu'en tout cas, en termes de range de salaire, c'est ce qu'il touchait. Il touchait 3-4 millions, là, les 2-3 dernières saisons, avec les Clippers, avec Denver. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment le profil qu'on cherchera. Hein. Après, on a bien fait venir un Chris On Paul. m'annonce dans donc, l'oreillette on peut que s'attendre à- Curry France vient de casser son ordinateur, donc vous aurez peut-être pas trop de nouvelles les prochains jours. Ah oui, s'il y a signature de Russ West, on peut attendre les tweets en majuscules de Joe, mais bon. Non, mais après, on a du Dinwiddie aussi, qui, voilà. Ah, j'aime. Ouais, ça Il y a- en faire fait, un je peu pense, sur le marché des meneurs, finalement, avec 5 millions, tu peux quand même trouver
un petit combo guard intéressant. Je trouve aussi. Bon, on peut peut-être passer au fond de tiroir, justement. Allez. Est-ce qu'il y a des joueurs au minimum vet qui vous hype un peu? Minimum vet, va falloir que je cherche en même temps parce que c'est Ouais, vrai non, mais que moi j'en ai. Il y en a un qui est free agent, qui est du côté de Dallas. Si on perd JP2, c'est Dante Exum. Si on peut le signer au minimum. Ouais, c'est vrai, ouais, bon profil. Ouais, ouais. c'est vrai que en plus il s'est Il a fait amélioré une au belle shoot saison, je trouve. Ouais. parce que c'était un peu son point noir, son tir extérieur et avant, mais là oui c'est vrai qu'il fait une saison à 43% à 3 points donc non ouais, franchement un profil intéressant. Après peut-être qu'il reste, non il s'est pas blessé cette année. C'était avant qu'il s'était pété. Ouais, Ouais, c'était c'était avant avant. qu'il y avait une. Ouais non mais très très intéressant. J'ai deux anciens sinon. Damon Lee, qui est Le inconnu au beauf, bataillon le depuis 2 beau-frère. saisons à Phoenix, qui est free agent, oui, le beauf, qui est disparu des radars plutôt. Est-ce qu'on pourrait retenter si Bon, alors si retenter on le fait un Gary Payton, je pense que non. Mais mais oui après. Ou le Et, PJ Lester? Seth Curry. et après, j'allais dire, après le beau-frère, le frère. Ouais, Ouais. Quinones, mais Quinones de mémoire, il est pas encore sous contrat quelque part là. Il est Non. encore en contrat au Pels ou en Two-Way, je sais plus. Non, il est free agent et il est éligible au two-way en plus, il me semble. Il est Ouais, bah encore c'est vrai éligible au que two-way. Lester, on avait bien aimé son passage, hein. Donc ça Non, pourrait mettez être. des grosses pressions défensives. Ouais. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce que vous avez en tête là, sinon, à part Après, les trois que je vous je ai cités? regarde sur les wings. Euh, Après, c'est vrai qu'en intérieur, on n'a pas trop parlé, mais c'est peut-être pas forcément pour du minimum. Mais il y avait Larry Nance Jr. Mhm. d'Atlanta. Pas sûr que ça colle comme profil. Après, on a du Taurean Prince. Mais est-ce qu'il accepte un minimum? Lui qui a fait déjà une saison minimum à Milwaukee et qui avait fait plutôt une bonne saison à 3 points. Un peu des profils comme ça, pourquoi pas. Des ailiers un peu 3&D pour combler un peu le roster, quoi. Kevin Knox, quoi. Mais oui, comme ça. En fait, comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le Kevin Knox, le profil est très très intéressant pour du bout de banc. Donc, et puis en plus, je crois que Kevin Knox, comme il n'a pas encore beaucoup d'ancienneté, son minimum est pas si élevé. Parce que des vétérans qui sont là depuis plus longtemps, leur minimum Oui. est plus élevé. Mais Ouais. bon, après, Ensuite, on pinaille, hein. il a 5-6 saisons quand même, je pense. Donc c'est pas si léger que ça, à mon avis. On a du Jake Roder, Torrey Craig aussi, voilà, dans ce type-là, quoi. Oui, on l'a vraiment sur des joueurs qui ont fait une belle carrière NBA mais qui sont en fin de parcours. Voilà. Donc c'est toujours compliqué à trouver. Bon, on a fait le tour globalement sur les cibles potentielles pour les Warriors, il me Oui. semble bien. Oui. Ouais. On va juste écouter Adrien pour clôturer le chapitre Free Agency parce qu'il n'a pas pu être présent ce soir et il tenait quand même à nous faire une petite vidéo de 2-3 joueurs à surveiller. On Ouais, l'écoute tout de peut-on suite. faire un épisode sans entendre la voix d'Adrien, franchement? Allez, on l'écoute. Salut les gars, c'est Adrien. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai pas pu être là pendant le tournage de l'épisode FA et je voulais juste parler de deux joueurs que moi j'avais retenus pour cette signature cet été avec nos maigres moyens. J'avais vu Dante Exum, un joueur, un arrière meneur qui peut même défendre sur des ailiers. Pourquoi l'avoir retenu? Parce qu'il a fait une belle saison avec les Mavs. C'est un bon défenseur qui peut jouer sur le poste 1, 2, voire 3. Il a ses qualités, voilà, c'est sa taille forcément, sa dimension physique, très bon défenseur et il a un bon QI basket et c'est un bon passeur. Donc il pourrait lancer des systèmes de jeu pour Steph, être à côté de lui. Peut-être pas forcément en titulaire, hein, peut-être en sortie de banc, je sais pas. Bon, ses faiblesses, c'est clairement son manque d'agressivité. Donc effectivement, ça coche pas la case du scoring qu'on aurait besoin off the bench. Et un peu son tir à 3 points où par moment il peut être inconstant, mais cette année avec les Mavs, il a plutôt mis dedans. Il a eu une belle réussite et il a bien contribué. En 2024, par exemple. Au niveau du salaire,
ça peut être un peu compliqué parce que il peut demander entre 4 et 7 millions. Nous, ça passerait puisque voilà, on a les 5 millions de disponibles. Malheureusement, je pense qu'il va être re-signé par les Mavs, mais si on peut se mettre dans la course pour le signer, ce serait pas mal parce que je pense que c'est une bien de pioche. Le deuxième joueur que j'ai pensé, c'était Chris Boucher. Alors un joueur un peu en dessous des radars, pas très populaire. Quand j'ai dit ciblé, j'en sais trop rien parce qu'on a déjà Post et TJD et ce qui est dans les rumeurs, c'est que on re-signerait Looney. Ses qualités, bon, c'est le shoot. Il est assez vertical aussi, assez athlétique. Là aussi, lui, le problème, c'est que au niveau du salaire, il pourrait demander entre 5 et 8 millions sur 1 ou 2 ans. Voilà, et ses qualités, c'est le shoot, un peu de rim protection, mobilité. Faiblesse, bah, c'est un joueur assez frêle, donc il pourrait jouer poste 4-5 à côté de Draymond Green, mais il soulagerait quand même assez pour le rebond, je pense, avec sa taille, etc. Mais voilà, c'est un joueur bon, qui shoot à environ 37% en carrière à 3 points, donc c'est quelque chose de tout à fait correct. Voilà. Il est plus vu comme un poste 4 que 5, mais bon, voilà. Bah, merci de m'avoir écouté pendant ces 2-3 petites minutes sur les 2 joueurs que j'ai retenus. Hydratez-vous bien parce qu'en ce moment il fait chaud et je vous dis ciao l'équipe. Bye. Pour finir l'émission, un petit mot sur la draft qui va être mercredi à jeudi à vendredi sur 2 jours, il me semble. Alors, on n'a pas le first pick cette saison puisqu'il a été envoyé à Miami avec Andrew Wiggins pour Jimmy Butler. On a le 41e pick, donc au second tour. Est-ce qu'on le garde? Je Déjà. pense oui, puisque quand on voit un peu le roster actuel, on a quand même 3 gars qu'on a drafté second tour, même 4 avec Draymond, mais dernièrement on en a 3 et c'est des joueurs au final qui sont restés dans le roster, qui s'implantent qui rapportent et surtout le Ils gros sont pas chers. avantage, voilà, c'est ça, c'est le gros avantage des second tours, c'est qu'ils coûtent pas cher et on peut les signer sur 2, 3, enfin surtout sur 3 ou 4 ans. Et ça, c'est vraiment maintenant, c'est de plus en plus une arme utilisée par les GM pour renforcer leur roster à bas coût. Sachant qu'on peut avoir des mecs qui sortent de la fac, qui ont déjà 23-24 ans, qui sont déjà développés physiquement. C'est pas des potentiels de malades, mais c'est des gars qui remplissent des cases et qui peuvent très bien apporter, comme l'ont montré Quinten Post ou même Guy Santos, qui finalement, lui, on a plus misé sur le potentiel et maintenant on voit que c'est un joueur qui commence à s'affirmer. Donc ouais, moi je pense qu'on va le garder et on va s'en servir, surtout avec les problématiques de salary cap qu'on a. Moi, je pense qu'on va le garder aussi parce que Mike Dunleavy aime bien la draft et en plus là, il y aura pas grand-chose pour jouer. Ça sera le seul ossaire rogné qu'il aura je pense que du coup, il va essayer de s'amuser avec ça. Et en plus, même au second tour, il y a toujours des bons coups à faire. Et je pense qu'il va aller sur un profil shooter. Il va chercher un mec, même s'il est unidimensionnel. Je pense qu'il ira sur ce type de joueur, un mec qui est capable de mettre dedans de loin. Pic 41, c'était le pic de Nikola Jokic, hein, donc tout est possible. Et un autre des Warriors aussi, il n'y a pas si longtemps. Un 41. Ouais. Post, il était dans les 50 l'année dernière. Guy Santos, il est 41 ? Non, Plus vieux que Guy Santos ou plus récent? plus vieux que Guy Santos. Mais pas trop. Fin d'année 2010. Fin décennie 2010. Il est plus dans la ligue. Il est en Italie. Oh, Nicolo. Non. Ah, Eric Pascal. Oui, Eric Pascalou. Ah, Il nous aura fait rêver une saison. Attends, et en plus, il avait fait quoi, first ou second team, je sais plus. First team, je crois. Ouais, second. Second, en tout cas, sur minimum, ouais. Mais oui, on l'avait drafté en 2019 à la 41e. Non, mais voilà, tout est possible sur le second tour. Là, en profil, bon, c'est vrai que sur un second tour, l'éventail est très, très, très large.
Mais si moi j'avais 2 noms en tête, après c'est des noms, je les balance comme ça pêle-mêle, ça vous fera plaisir ou pas, j'en sais rien. Ouais, il a sorti Vous la boule de sa cristal. vous Tu vois, savez Adrien vous est pas savez là, mais il a même sorti pas, la boule de cristal. à quoi ils ressemblent les gars, mais on est Il nous faut un Luc Kennard. on est vraiment sur du profil, ailier, shooter. La petite pique qui va bien. Non, on a du Kobe Brea qui joue à Kentucky, qui shoot à 42% à 3 points. Donc poste 2-3. Et puis sinon, on a du Chaz Lanier qui joue à Tennessee. Et lui, par contre, c'est un gars qui a déjà 3-4 ans de fac facile, qui shoot à 40, plus de 40% à 3 points, 44%. Et pratiquement dans le club des 50, 40, 90. Et puis lui, c'est plus vraiment un mec qui scorait 19-20 points par match. Donc voilà, 2 profils comme ça, mais qui peuvent vraiment cocher des cases puisqu'on a besoin de shoot de toute façon. Et je vois pas Mike reprendre un pivot puisqu'on a déjà Trace et Post qui sont jeunes. Et à la Oui. main, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il prendra des vétérans. Ok. Bon, merci pour les petits prospects à regarder en attendant la draft qui sera jeudi soir, c'est ça pour nous? Le second tour, ouais, nuit de jeudi à vendredi, ouais. Voilà, donc normalement l'épisode sort jeudi, donc si vous voulez écouter, ce sera dans la nuit. On va pouvoir clôturer ce premier épisode de la saison 3 de Splash Pod. Ça fait très plaisir de relancer un nouveau cycle avec vous, l'équipe. N'oubliez pas, les auditeurs, hein, de nous donner votre ressenti sur les épisodes, si vous êtes en accord ou pas avec l'équipe, et surtout de mettre des bonnes notes, hein, des pouces bleus sur les plateformes, ça nous aide beaucoup. On fait un petit shout-out à ceux qui étaient absents aujourd'hui. Adrien, bon, il nous écoute sûrement pas alors où on est là, mais Joe et Mathilde, les deux Loïc, Nico, Sofiane, et d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, c'est pas Loïc, notre graphiste, qui a fait les covers, c'est Bibi. Hein. Donc vous m'excuserez, je suis en train de découvrir Photoshop. Donc, Bravo Quentin. voilà. Donc j'ai fait les génériques, j'ai GG. découvert After Effects, tout ça, vraiment le couteau suisse. Ah là là. Je progresse beaucoup. C'est du 100% maison, sans aide en plus d'intelligence artificielle, il faut le Il n'y aura préciser. jamais d'intelligence Il faut artificielle. bien le préciser. Jamais. Non, de toute façon, je préfère clôturer la chaîne que. Voilà, bref. On se retrouve d'ici une grosse dizaine de jours, à mon avis, 10 jours, 15 jours en podcast pour débriefer les choix de Denis À Lévy. voir si on se lance un petit live ou pas. C'est ce que j'ai demandé pour la draft ou pour le début de la free agency. De free agency, ouais. On verra. Ouais, donc un petit live Twitch dimanche soir avec AD. Je sais pas, c'est à minuit le début de la free agency. Donc, ah oui. Faut voir après, c'est vrai que j'ai mon lundi. Non, ça c'est la semaine d'après. Parce que là, je me dis, ah tiens, j'ai mon lundi, mais non, c'est pas la bonne semaine. Donc, non, je pense que ce sera peut-être plus en débrief. Ouais. Ok, super. Bon, un mot de la fin, l'équipe ? Eh ben, on prie pour. Enfin, in Mac Dunleavy, we trust, quoi, comme on dit. Comme Allez, toujours. Let's go Warriors. Night. Ouais, night.